Voilà, bonjour Hugues-Hector Zogo. Bonjour Carole. Bonjour Roland Toneites. Carole Olaye, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs, internautes, auditeurs. Hugues-Hector Zogo, bonjour et bon retour à vous, Carole Olaye. Bonjour. Merci, je suis heureuse de vous retrouver également sur ce plateau. Alors, Sauf que vous n'avez pas envoyé ce que Hugues-Hector Zogo a demandé hier. Quand on va en voyage, on vient avec les cadeaux pour les enfants. est-ce que je suis allée en voyage? Non, mais voyage ou pas, c'est que... C'est juste un congé, c'est juste un moment de répit. C'est sûr que vous étiez peut-être... Je suis revenue toute requinquée pour servir de bonnes informations aux téléspectateurs et amis auditeurs de la santé. Sans pause jusqu'en 2026. Je présume. Tout à fait. Sans pause jusqu'en 2026. Tout à fait. Nous allons démarrer avec les résultats du BEPC 2025. Un taux fortement en augmentation par rapport à celui de l'année écoulée, dernière, j'allais dire. Hugues-Hector Zogo. Oui, c'est de très bonnes nouvelles pour les parents d'élèves. Ça permet aussi aux enseignants de pouvoir pousser un oeuf de soulagement. Parce qu'avec le taux de réussite, on se dit que sans doute l'investissement qu'on a fait est en train d'apporter, de porter de bons fruits, ses fruits. Vous savez, il y a eu quelques années en arrière, on se retrouvait à vivre les questions de grève par-ci par-là, et ça jouait énormément sur le rendu des apprenants. Fort heureusement, avec ces différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement, de plus en plus, on a plus d'assiduité au niveau de nos salles de classe. Les enseignants travaillent davantage à produire du contenu de qualité et par conséquent, les enfants, dès qu'ils se retrouvent en séance de composition, ils parviennent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, on ne va pas... Les lauriers aujourd'hui, a priori, c'est pour les acteurs du gouvernement, parce que c'est parti de quelque part. Mais ma foi, il faudrait aussi qu'on s'intéresse un peu à la vie de ces enseignants qui se sont retrouvés jour et nuit à travailler, même en dehors des heures de classe avec les apprenants, pour se dire, oui, effectivement, le gouvernement a mis en place un système, nous avons l'obligation de résultat désormais, et au-delà de l'obligation de résultat, la vie quotidienne des enseignants, que l'État aussi, d'une manière ou d'une autre, puisse revoir un peu comment les accompagner. Ça va être de très bonnes notes de satisfaction, finalement, non seulement pour le gouvernement, mais également pour les parents et aussi pour les enseignants. Parce que voyez-vous, quand on a un enseignant, la première chose qu'on se permet de dire au niveau de la nation tout entière, c'est qu'il est un éducateur. Un éducateur ne commet pas certaines erreurs de société. Mais malheureusement, quand on arrive à ne plus avoir les moyens nécessaires pour faire face au quotidien, il y a éventuellement des erreurs qu'on peut commettre. Donc pour moi aujourd'hui, les résultats sont là. Tout le monde est heureux, mais au-delà de cette joie qui nous anime, on espère qu'avec les épreuves orales qui débutent aujourd'hui, ces candidats déclarés admissibles puissent aller effectivement au bout du processus et être déclarés admis à la fin du processus. Mais il faut, en dehors de cette joie qui nous anime, commencer par réfléchir à comment accompagner les enseignants. Pour qu'on ait suffisamment de moyens aussi mis à leur charge. Pourquoi pas ces enseignants-là ou ces établissements où il y a un très bon taux de réussite, on peut avoir des primes, des exceptionnelles pour remotiver en fait ces acteurs du monde enseignant. On peut aussi, surtout, qu'on est en train de parler de plus en plus de patriotisme dans notre pays, décerner des distinctions à ces enseignants-là
où on a quand même un taux de 100% de réussite, par exemple, ça va être d'une manière ou d'une autre une forme de reconnaissance de la nation vis-à-vis de ces personnes-là qui font énormément. Parce que dès qu'ils commettent une petite erreur, nous sommes les premiers acteurs à pouvoir nous mettre sur la place publique et décrier avec des mots assez forts ce qui ne va pas. Donc pour moi, aujourd'hui, les résultats sont là. C'est vrai, c'est une très bonne note, mais il faut réfléchir davantage à la source de motivation. Ça pourrait même permettre, pourquoi pas, qu'on en arrive à un taux de 90-95% de réussite les années à venir. Roland Tonné-Nicaise, pendant longtemps, le littoral et l'Atlantique viennent souvent en tête de ces résultats. Aujourd'hui, les meilleurs viennent des autres localités du Bénin. En témoigne le Zou qui, depuis l'année dernière, garde la première place au plan national. Est-ce le fruit des nombreuses réformes du gouvernement? Je dirais oui et non, parce que oui, quand vous allez dans certaines localités, tout au moins les enfants sont maintenus à l'école et puis il faut quand même tabler sur le fait qu'il n'y a pas assez d'écoles privées où les enfants sont des enfants de pauvres dans des conditions que vous connaissez et qui étudient et qui ne sont peut-être pas accrochés à la modernité que nous avons dans les grandes villes, notamment littoral, atlantique et consorts. Et donc oui, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que les résultats au niveau de ces départements de l'Atlantique littoral, ça baisse au fur et à mesure. Et il faut peut-être lier ça à l'avènement des réseaux sociaux où tous les enfants sont connectés, branchés aujourd'hui, malheureusement, et sont beaucoup plus informés. Moi, je suis surpris parfois de voir mes enfants tenir des discours sur l'actualité, notamment l'actualité des influenceurs ou TikTokers ou autres là, et que moi, je ne maîtrise pas. Donc, et ils apprennent ça où? À l'école. Et à l'école, c'est quoi? C'est qu'ils sont peut-être dans des écoles où il y a des enfants de riches qui ont les moyens, qui ont les télésmartphones à la maison. Eux, ils en ont pas. Mais qui ont les smartphones, qui suivent tout et donc ils viennent. Donc, au lieu de venir étudier, on passe tout le temps à se concentrer sur ces effets-là, sur cette situation-là. Donc, il y a peut-être ce phénomène qui fait qu'aujourd'hui, il y a une baisse du rendement. Et quand même, malgré ça, il faut quand même remercier les écoles qui font un effort. Parce qu'au-delà de tout, l'école, aujourd'hui, et là, je suis d'accord avec eux, il faut d'abord féliciter le gouvernement pour le fait que, oui, le droit de grève revu dans une certaine mesure a fait que les enseignants sont dans les classes, encadrent nos enfants, et notamment dans les coins reculés, parce qu'avant, et justement, je reviens, c'est pourquoi je disais oui et non, je reviens encore sur cette affaire de taux dans les départements pour dire, avant, les grèves sont concentrées dans les coins reculés du Bénin, à Bomé, à Lada, Parakou, si vous voulez, pendant qu'à Cotonou et à Bomé-Clavier et environ, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles privées. Donc, il y a des grèves, mais les écoles privées fonctionnent. Les enfants sont en train d'aller à l'école, mais les écoles publiques ne vont pas à l'école. Mais dans les écoles privées, il y a tellement d'écoles privées dans ces régions-là au point où, quand il y a résultat à la fin de l'année, les régions dans lesquelles les enfants n'ont pas été à l'école sont dernières, et les régions dans lesquelles les enfants étaient beaucoup nombreux dans les écoles privées s'en sortent de premier avec le taux. Bon, en fait, quand on parle de premier, je parle du taux déjà. Du taux déjà. Donc, parce que le nombre d'enfants qui ont pu aller à l'école dans ces régions, le nombre est assez relativement élevé. Donc, il faut lier ça à ça. Et après, maintenant, aujourd'hui, la question des réseaux sociaux qui fait que parfois nos enfants dans les écoles privées, dans les villes dont vous parlez, Cotonou, ne veulent pas étudier, ils sont concentrés sur les actualités, TikTok et autres, Facebook et autres, concentrés sur ça. Donc il faut quand même travailler à corriger cela et voir comment est-ce que les parents peuvent aider les enseignants. Parce que les enseignants font un travail. Mais il se fait que nous, parents, à un moment donné, nous n'accompagnons pas les enseignants. Les enseignants font un travail à l'école, mais les enfants viennent à la maison, ils sont concentrés sur le portable. On parle d'intelligence artificielle, les enfants ont des exposés aujourd'hui. Ils ne veulent plus aller lire leurs cours. Ils sont concentrés à aller chercher des réponses sur l'intelligence artificielle. Et on pense qu'on leur rend service. Bien au contraire, on ne leur rend pas service. Il faut travailler leur mémoire. Et donc, il y a ce travail que nous devons faire. Mais je voudrais quand même dire, oui, le gouvernement a fait un travail avec tout ce qui... Mais il faut quand même continuer à réfléchir sur la situation des enseignants. Il faut véritablement que le gouvernement, maintenant qu'il a les résultats
qu'on veut dans certaines localités du Bénin, notamment quand vous voyez le CEP, les résultats également, et je présume que pour le bac, ça va être aussi un résultat assez satisfaisant, mais que le gouvernement fasse l'effort de reconnaître aux enseignants les sacrifices faits. Quand on le fera, ce serait bien pour les jeunes qui aspirent à être enseignants également. Mais je voudrais aussi quand même reconnaître aussi l'effort, au-delà de ce que je relève que les enfants dans les écoles sont avec les smartphones et le plus souvent c'est les enfants de riches qui ont cette habitude-là. Et puis après, quand vous n'avez pas un revenu assez stable, assez élevé, que vous envoyez vos enfants aussi là-bas, malheureusement, certains parmi eux qui n'ont pas la conscience nécessaire se font, comment vous appelez, entraîner dans cette situation aussi, vous avez des problèmes. Donc, au-delà de tout, les écoles privées aussi font un travail au niveau des régions de Cotonou, Abomey-Calavi et consorts. Et je crois qu'on a soulevé sur le problème à un moment donné. Le problème qu'on soulève aujourd'hui, c'est que le gouvernement fasse un effort également de subventionner les écoles privées qui font un travail assez considérable dans ces localités-là et faire en sorte que, parce que nous allons tous décrire, je suis parent, moi j'ai 2 enfants qui ont été BPC dans une école, qui sont tous admis, mais je sais ce que ça va coûter au cours de l'année. Alors si l'État, les promoteurs privés font un travail pour accompagner l'État, l'État a l'obligation aussi de trouver les moyens de les subventionner, de les accompagner pour que ça soit facile pour les parents. Parce que parfois, c'est pas que les parents ont envie forcément d'envoyer les enfants dans les écoles privées, mais les milieux dans lesquels ils se retrouvent ne leur permettent pas d'envoyer les enfants dans les écoles publiques qui sont assez loin et compte tenu de la fragilité des enfants aussi, ils sont obligés de les envoyer dans les écoles privées. Donc, je crois qu'à tous les niveaux, il faut féliciter l'État, les écoles privées, les écoles publiques, les enseignants dans les écoles publiques. Il faut féliciter les parents également qui continuent de faire un travail, mais que chacun prenne ses responsabilités, notamment l'État prenne ses responsabilités et essaye de voir comment accompagner les enseignants, les écoles pour de meilleurs résultats à l'avenir. Hugues-Hector Zogo, vous étiez en train de saluer les actions, les nombreuses actions du gouvernement. L'une d'entre elles reste également la dotation des élèves ou des jeunes filles des moyens pour pouvoir rester et poursuivre les études. Mais toujours est-il qu'il y a des problèmes quand même au niveau de ces écoles-là, au niveau de plusieurs localités du Bénin, surtout dans les coins les plus reculés comme le manque d'eau qui constitue un vrai problème, un réel problème pour l'éducation, la bonne éducation au Bénin. Oui, c'est une problématique très importante. Ça, malheureusement, ce n'est pas une problématique qui est exclusivement liée à notre nation. Et c'est ce qui me renvoie à pouvoir dire que parfois, l'abondance aussi nous amène à ne pas déceler la vraie portée de ce que nous avons comme richesse. Prenez les localités comme Akwakpa et consorts. Vous imaginerez les difficultés que nos concitoyens béninois vivent en ce qui concerne la recherche de l'eau potable, par exemple. Parce qu'ils se retrouvent dans une zone où la société qui travaille à fournir de l'eau n'a pas encore fini de mettre les installations nécessaires pour que ce soit de l'eau accessible à tous, comme quelqu'un qui se retrouve dans les localités de Fijirosé, de Zobo, ainsi de suite. Et quand vous parlez de ces régions reculées, je disais que la problématique, elle est très intéressante parce qu'elle ressort 2 facteurs fondamentaux. Le premier facteur, c'est comment est-ce que cette richesse qu'est l'eau, cette richesse naturelle qu'est l'eau, et que nous détenons là, comment est-ce qu'on arrive à l'exploiter? Vous allez vous rendre compte qu'au niveau de certains ménages, les gens utilisent l'eau tout en la gaspillant, en fait. On ne mesure pas que c'est une denrée rare, une denrée assez recherchée ailleurs, et que par conséquent, pour nous, c'est une grâce de l'obtenir. Et par conséquent, de faire très très attention par rapport à la quantité d'eau à utiliser. Si vous n'avez pas envie d'utiliser de l'eau, ça ne sert à rien d'ouvrir les robinets et de laisser l'eau couler. Parce qu'au moment où vous en avez, d'autres sur le même territoire national que vous n'en ont pas du tout. Et eux, ils sont en train d'en souffrir. Le deuxième volet que je voulais aborder par rapport à cette question, c'est le volet de la mauvaise gouvernance.
vous allez voir, à la tête de nos États, il y a certains fils du pays à qui on confie des postes de responsabilité. Malheureusement, ils ne gèrent pas bien les ressources du pays. C'est peut-être plusieurs milliards qui ont été envoyés par un partenaire pour servir de l'eau, et parce qu'une seule personne se l'arroge ou bien un clan se l'arroge, on n'a plus la possibilité d'avoir de l'eau au niveau de ces localités-là. Les partenaires ne vont pas continuer par le faire. Dès qu'ils constatent qu'il y a une mauvaise gestion, soit de manière diplomatique, ils se retirent sans pour autant faire du tapage autour, ou soit on ne revient plus sur la question. Donc pour moi, il faut une prise de conscience, déjà au niveau de ceux-là qui ont suffisamment de l'eau aujourd'hui, de pouvoir se dire, c'est une denrée assez rare, et au niveau d'autres pays même, on n'en trouve pas du tout. Pour avoir de l'eau potable, il faut la croix et la bannière, comme on le dit. Donc à partir de ce moment-là, ceux qui ont la facilité d'avoir accès à l'eau potable, dans les écoles en l'occurrence, qu'ils fassent beaucoup attention en ce qui concerne la gestion, l'utilisation. Maintenant, pour les régions dans lesquelles on n'en a pas du tout, on va inviter la société qui travaille à cela, que notre État puisse tout mettre en œuvre pour permettre à chaque citoyen de ces régions-là d'avoir aussi de l'eau potable. Parce que, voyez-vous, c'est la loi fondamentale de notre pays qui fait obligation à l'État d'assurer la sécurité de chaque citoyen. Et la sécurité commence déjà par la qualité de l'eau que vous prenez. Maintenant, si vous n'en avez pas du tout, ça pose un problème. Donc pour moi, c'est des questions d'intérêt national qui nous invitent à pouvoir prendre suffisamment de recul quand les sujets sont là et de pouvoir se dire qu'est-ce que nous faisons pour permettre aux autres de se sentir aussi fiers de dire je suis béninois, comme nous autres nous le sommes aujourd'hui. Parce que les difficultés dont vous parlez, ces difficultés-là, nous ne les vivons pas à Cotonou, par exemple. Même si on les vit à Cotonou, ce n'est pas avec le même degré. On peut, par exemple, prendre le défi de se dire, à 5 heures du matin, on se réveille tôt pour obtenir de l'eau. Et peut-être en cours de journée, le débit va baisser. Mais toujours est-il que nous en avons déjà. Par contre, il y a des localités aujourd'hui où il n'y en a pas du tout. Or, l'eau, c'est la vie. Voilà. Roland, ton question. Oui, la question de l'eau. Ouais. Dans nos écoles. Oui, la question de l'eau dans nos écoles, c'est un sujet assez primordial. Malheureusement, dans certaines écoles, dans certaines localités, les enseignants sont obligés de mettre sur la tête des enfants des seaux en plastique pour aller chercher l'eau peut-être à 2-3 km, peut-être. Mais je ne sais pas si ça a changé maintenant aujourd'hui dans toutes les localités. C'est vrai qu'un effort du gouvernement a été fait dans certaines localités du Bénin. On parle d'un taux de couverture de plus de 70%. Sauf que, oui, les enfants ne devraient plus continuer à faire des distances pour aller chercher de l'eau. Il faut quand même s'arranger à ce que dans les écoles, nous puissions avoir le robinet à toucher, à ouvrir pour avoir de l'eau potable. Et c'est vrai que on le dit, mais dans ces régions, les régions notamment loin de Cotonou, les gens ont appris une certaine gestion efficiente de l'eau et donc ne gaspillent pas l'eau comme nous autres qui sommes dans les grandes villes où nous avons l'eau dans le robinet pratiquement tout le temps, à l'opposé de ceux qui sont à Papa depuis le début. J'estime que toute cette situation rend aussi compliqué la volonté des enseignants qui doivent rester dans cette localité et inculquer le savoir. Au-delà de cela, il y a également des jeunes filles qui manquent l'école à cause de cette situation et d'où un faible taux de résultats par rapport aux jeunes filles qui sont maintenues à l'école, parlant surtout des menstruations, des périodes de menstruation. Le problème, ce n'est pas que ça, parce que je pense véritablement que la question de ce que les filles ne sont pas le plus souvent maintenues à l'école, ce n'est pas forcément la question de l'eau, de l'hygiène menstruelle. Non, pas forcément. Parce que pour avoir l'hygiène menstruelle, il faut quand même avoir un âge donné, quand même. Hein. Il faut quand même peut-être espérons que ce soit la fille qui soit en 6e ou en 5e d'abord. Parlons du primaire alors. D'accord, primaire, une fille de primaire ne peut pas avoir d'hygiène menstruelle. Donc, la question du maintien des filles à l'école
c'est vraiment un autre volet qu'il faut attaquer autrement. Et d'ailleurs, le gouvernement a trouvé la formule. C'est-à-dire que sous Boni Yayi, on avait parlé de gratuité de l'enseignement pour les filles dans nos écoles, mais avec ce régime maintenant, il y a un transfert monétaire qui est fait pour les filles, ce qui est à saluer. Il faut saluer ça formellement. Maintenant, après, l'hygiène menstruelle, ça peut venir pour les filles. Après, on peut revoir ce cas. Et je pense que oui, sur la question, il y a des ONG qui travaillent pour ça. Et je crois que l'INF aussi travaille sur un projet du genre et qui devrait assister les filles dans ce besoin-là. Donc, je crois que ça ne manquera pas. Déjà que des actions sont faites. Mais je pense que, véritablement, oui, en général, la question de l'eau se pose non seulement pas liée aux écoles, parce que si l'enfant sort de l'école, va à la maison et qu'il n'y a pas l'eau pour lui servir, pour préparer à temps pour que l'enfant mange, pour vite se reposer, pour aller à l'école le lendemain, ça agit sur son rendement. Donc, ça impacte le rendement. Donc, formellement, oui, je pense que on va élargir pour dire oui, les écoles, d'accord, mais faisons en sorte que toutes les localités aient de l'eau en temps opportun pour satisfaire les besoins. C'est très important. Parce que oui, Hugues a rappelé le cas de Kwakwa, par exemple. Vous imaginez que de grandes maisons à Kwakwa, avec tout ce que nous connaissons, les gens depuis des mois, si vous voulez, plus d'1 an, 2 ans pratiquement, ont des difficultés à avoir de l'eau potable qui sort des robinets. Donc ça, c'est une situation. Et si à Cotonou comme ça, parce que des travaux sont en cours, on a ce problème, imaginez des gens dans certaines localités. Moi, j'ai été dans une région le week-end passé, je crois, ce week-end passé, au cours de la semaine, parlons de Cotonou. Il n'y a pas de l'eau potable. Tout à fait. Même à Z, tout près ici. Bon, je dis, il n'y a pas de l'eau potable. Le gouvernement fait un travail, mais il faut quand même avouer qu'il n'y a pas de l'eau potable dans certaines régions qui ne sont même pas loin de Cotonou. Alors, et ça, réellement, oui, ça impacte, parce que si le parent n'a pas... Écoutez, l'enfant se lève, pendant 2-3 jours, ne se lave pas. Ou bien les parents n'ont pas le moyen même de se laver. Il y a ça. Et puis ça, il y a les maladies. Parce que quand vous n'avez pas l'eau pour l'entretien, tout ça, l'hygiène, tout ça là, il y a les maladies qui sont là. Et puis après, on est confronté à ce à quoi on est confronté. Donc oui, que le gouvernement fasse un travail. Le travail est fait. Il faut reconnaître qu'un travail a été fait dans certaines régions. Moi, j'ai été quand même témoin de voir dans certaines régions qu'il y a un effort du gouvernement. De la même manière, je dénonce que dans certaines régions où j'ai été, il y a des efforts qui n'ont pas été faits. Est-ce que véritablement les rapports qui sont faits, il y a une structure privée qui est créée aujourd'hui maintenant en complémentarité pour compléter, comment vous appelez, la SONEB, je crois que c'est au Milaye, une structure privée comme ça, qui donne de l'eau en milieu rural aujourd'hui, avec des compteurs installés dans les ménages dans les milieux ruraux. Il va falloir travailler à ce que cette société étende cette tentacule dans d'autres régions du Bénin pour davantage donner de l'eau potable aux populations. Merci Roland Tonéikès. Nous allons poursuivre et ce sera avec l'audit du fichier électoral. Les précisions de Jean-Baptiste Elias sur le processus de sélection des 4 experts internationaux. Votre lecture, Hugues-Hector Zogo. Il n'y a pas une lecture outre que ce que le président du comité de pilotage de l'audit a partagé à la face du monde. Je vais quand même revenir sur certains détails que je trouve assez importants. Je le cite, à la date du 13 juin 2025, nous avons recensé des candidatures provenant de plusieurs pays, dont 6 experts béninois, 5 Français, 4 Nigériens, 3 Ivoiriens, 2 Togolais, 2 Maliens, 2 Sénégalais, 2 Congolais. Les 2 Congolais sont de la RDC, ainsi qu'un expert chacun de l'Italie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, Guinée-Conakry et du Canada. Donc c'est l'information qu'il a donnée. Maintenant, il a quand même tenu à rappeler que l'examen des candidatures a été confié à une commission technique et qui a siégé de la période du 16 au 25 juin 2025 et qu'à l'issue des travaux, un rapport de sélection a été publié au journal La Nation. Vous savez très bien que le journal La Nation, c'est le journal du service public et c'est l'organe, je vais dire, qui a plus d'audience aujourd'hui dans notre pays en termes de crédibilité aussi. C'est quand même l'organe de la presse écrite qui a plus de crédibilité. Donc si le COPIL est parvenu à publier le résultat au sein de La Nation, pour moi, ça voudrait dire qu'il y a une démarche de transparence par rapport à ce qui se fait. Maintenant, Jean-Baptiste Elias n'a pas manqué de souligner aussi que c'est un travail technique
qui nécessite une certaine expertise et ne fait pas un audit électoral qui veut. Il faut des compétences, une formation solide et une véritable expérience. Il a signifié parce que certaines personnes ne sont pas d'accord avec les auditeurs qui ont été retenus. Est-ce à dire que nous n'avons pas ces compétences au Bénin? Non, mais vous avez vu l'appel à dossier. On a quand même eu des Béninois. Il y a eu 6 experts béninois qui ont déposé leur dossier. Maintenant, si au bout du processus, l'équipe technique qui a travaillé juge que ces Béninois-là ne sont pas les personnes habilitées à pouvoir se retrouver au cœur de l'équipe qui doit pouvoir auditer, moi, je ne suis pas un spécialiste de la question. Donc, je ne fais que confiance à ce que le président du comité de pilotage de cette opération assez sensible de notre pays a pu dire. Et vous savez, autre chose assez importante aussi, c'est qu'il est revenu sur le fait qu'il a adressé des correspondances à tous les partis politiques, que ce soit ceux de la mouvance comme ceux de l'opposition, pour que les intéressés viennent rencontrer ces auditeurs-là qui ont été sélectionnés et qu'ils puissent discuter de façon libre avec eux. Pour moi, c'est des mesures qui permettent quand même de comprendre que le comité de son côté veut être assez technique et ne veut pas rentrer dans des considérations politiques. Maintenant, les acteurs politiques, eux, ils sont libres de faire toute forme de lecture qu'ils veulent. C'est de leur droit le plus absolu. Mais au bout du processus, c'est que nous puissions avoir effectivement un fichier crédible, transparent, pouvant nous permettre d'aller aux élections et qu'à la fin, on ne puisse pas dire oui, on a mis en place un comité, on a audité le fichier et pourtant, il y a encore des failles. C'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas de la condition humaine, mais toujours est-il qu'un effort aurait été fait. Moi, je note donc la démarche de transparence du comité de pilotage et à travers toutes les informations partagées par le président, donc le docteur Jean-Baptiste Elias, s'il y en a au sein du comité qui ne sont peut-être pas d'accord, qui trouvent que ce que le président dit, c'est que de contre-vérités, ils ont aussi l'occasion de monter au créneau et de partager les contre-vérités avec nous. À partir de ce moment-là, on pourrait poursuivre le débat. Sinon, en l'état, pour moi, le processus suit normalement son cours et c'est à saluer. Maintenant, les acteurs politiques, une fois qu'ils ont reçu une correspondance effectivement de la part du docteur Jean-Baptiste Elias au nom du COPIL, qu'ils puissent effectivement envoyer leurs représentants. Qu'on ne manque pas de jouer la partition ou la carte qui doit être la sienne en ce moment précis et que plus tard, on commence par faire des déclarations tendancieuses sur les chaînes de télévision ou bien au niveau des stations radio, encore moins au niveau des colonnes de la presse écrite pour signifier qu'il y a irrégularité au sein du processus. Roland, on a une question. Je crois que Jean-Baptiste Elias a été clair par rapport au processus de recrutement. Moi, je sais que oui, Hugues dit que s'il y a des gens dans le comité qui ne sont pas d'accord, ils sont libres de monter au créneau. Et il y a un parmi eux qui est déjà monté au créneau. Et c'est ça qui me désole, moi, parce que déjà, dès lors que on a annoncé le recrutement du personnel au niveau du COPIL, c'est que ce personnage est monté au créneau, est allé directement dans les studios d'un média en ligne, pour dénoncer, pour dire que le recrutement a été mal fait. Et puis après, quelqu'un du comité est monté au créneau pour dire non, c'est parce qu'il a amené sa fille, c'est parce qu'il a amené telle personne à recruter qu'ils n'étaient pas d'accord. Et là, automatiquement, lui, il estime que puisqu'il a proposé des gens qui n'ont pas été retenus, pas question de recruter d'autres personnes. Et déjà que les 4 experts ont été choisis, Michel Alopo, il faut le préciser, c'est de lui que je parle, est encore sorti sur la chaîne dont je parle, les médias en ligne, pour encore dénoncer que oui, tel que le procès a été fait, que ce n'est pas bien, et que quelqu'un lui aurait montré une shortlist, et qu'après, au terme du processus, que c'est cette shortlist-là qui a été retenue. Et il estime, puisque vous avez fait bien de préciser qu'il y a eu 6, et s'il n'y a pas de compétence, il y a 6 Béninois. Et je crois que ce que Alopo même a dit, c'est qu'il dit que c'est un cabinet qui a proposé tous les Béninois, en fait la liste de Béninois. Donc,
et ceux qui sont chargés du recrutement technique, l'équipe technique, a jugé bon de ne pas prendre ces personnes-là qui sont proposées par un cabinet directement. Ça veut dire que quoi? Ils sont venus en groupe. Donc, alors qu'on veut faire un travail et on a des résultats, des comptes à rendre à l'État béninois. Si vous mettez un groupe envoyé par un cabinet qui a un problème, c'est que vous accusez qui? C'est tout le cabinet. Et après, c'est vous-même. Donc, si vous prenez plusieurs personnes de plusieurs sensibilités, vous pourrez avoir la facilité de mieux comprendre comment ça se passe les choses. Donc, si les autres, il y a une commission technique qui devait faire le travail, qui a jugé bon mettre de côté ce cabinet qui a envoyé les Béninois, je crois que le débat ne se fait pas. L'esprit est important, c'est que nous voulons des résultats. Et j'estime que, moi je pose la question je me pose la question de savoir, quel est le rôle de Michel Alopo finalement dans ce comité? Il dit qu'il représente les confessions religieuses. Les confessions religieuses l'ont-ils mandaté à sortir n'importe comment, tout le temps à dénoncer, à ne faire que dénoncer? Si vous êtes rapporteur d'une commission et que vous n'êtes pas assez concentré pour faire de bons rapports au peuple béninois et que vous voulez toujours dénoncer, je pense que si vous êtes fatigué, vous quittez carrément le comité. Parce que je pense, et c'est mon avis, je l'assume, je pense fermement que Michel Alopo est allé dans ce comité pour nous distraire, pour faire perdre du temps aux gens, en réalité. Et je comprends Jean-Baptiste Elias qui pense qu'aujourd'hui, il faut permettre aux experts de parler aux acteurs des partis politiques. C'est une bonne démarche. Permettre aux partis politiques d'aller rencontrer les experts, discuter. Les experts vont recueillir les attentes de chaque parti politique, les enregistrer et tenir compte de ça pour faire le travail qui est le leur. Je pense que c'est le plus important. Maintenant, toute manœuvre tendant à distraire, parce que Jean-Baptiste Elias dit « je ne veux même pas de salaire ». Donc quelqu'un qui ne veut pas de salaire et qui a pris l'engagement de bien faire le travail, à quoi bon tout le temps venir sortir pour dire qu'il a fait ci, il a fait ça? C'est à croire qu'il est allé dans ce comité et je ne comprends pas pourquoi est-ce que les confessions religieuses tout le temps ne pensent qu'à envoyer lui, Michel Alopo là. Il n'y a pas d'autres personnes dans la confession religieuse là qu'on peut envoyer dans ces... Non, parce que depuis des années, tout le temps, vous le voyez, il vient, il nous dit, Souboni Yahi, on les a vus. Et c'est en cela que je dis, les acteurs politiques, les acteurs civils aussi, parfois nous entraînent dans ce que nous ne voulons pas. Il a été Souboni Yahi, ce que nous savons. Il est allé dans le conseil de confession religieuse. On sait ce que ça a apporté à un moment donné. Aujourd'hui encore, où les gens ont demandé, et c'est encore le courant auquel il appartenait, qui a demandé qu'on fasse l'audit. C'est l'équipe de Boni Yahi, les démocrates qui ont demandé qu'on fasse l'audit du fichier électoral. Alors, s'il va là-bas encore aujourd'hui, sachant très bien, oui, parce qu'il ne parle plus le même langage que les autres, je ne sais pas de quel côté il se trouve, mais s'il est dans une mission, qu'il nous dise clairement qu'il est dans une mission, parce que si les choses se passent comme ça, et que chaque fois, si l'autre vient parler et détaille de cette manière, je ne sais pas fondamentalement, c'est que j'ai comme l'impression qu'on veut faire perdre du temps au comité, on veut toujours jeter du discrédit sur les autres pour dire oui, ils sont des vendus, ils sont ci, attention, ils ont recruté des gens, ils ont recruté des proches. Il allait même jusqu'à dire qu'ils ont recruté des amis, des trucs, moi je ne crois pas que ce sont... Voilà, vous imaginez, dans ce comité, on voit les nationalités de 4 experts, mais il va jusqu'à dire que ce sont les amis qui les connaissaient depuis des années, qui les ont envoyés. Mais le profil, et je suis heureux pour notre confrère qui l'a reçu partout, mais dites-nous, M. Alopo, les gens qui ont été retenus là, n'ont-ils pas le profil qu'il faut? Il n'a pas dit non. Donc si les gens ont le profil déjà, et que ça peut répondre à ce que nous voulons, quel est le débat que nous faisons aujourd'hui? Vous faites ce débat, vous allez perdre du temps, et ce que ça arrange, ça va les arranger. Et donc peut-être qu'il le fait pour que ça arrange ce que ça va arranger, mais vivement qu'ils comprennent que le peuple le suit de très bon œil. Autre sujet à débattre, TikTok, Facebook et consorts. La régularisation des réseaux sociaux préoccupe la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Je dirais tout simplement, Hugues Hector Zogo, qu'il était temps. Oui, il était temps. Nous sommes en train d'avancer, surtout avec le chantier de régulation des médias dans notre pays et avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a plus d'acteurs du monde de la presse qui se retrouvent à utiliser ces plateformes-là. Et au-delà même, vous verrez certaines personnes qui aujourd'hui portent le titre d'influenceurs et qui partagent de l'information par ces différents canaux. Nous avons suivi le secrétaire général
de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui a été reçu par une consoeur. Et ces déclarations sont quand même assez simples, assez claires. C'est-à-dire, tant que vous partagez de l'information par un canal, vous vous retrouvez déjà dans la posture de média. Alors, si vous êtes un média, vous ne pouvez pas refuser d'être régulé. L'instance qui régule les médias sur le territoire national béninois, c'est la HAC. Et voyez-vous, le journalisme, c'est une profession noble. Il y a quelques années en arrière, quand vous vous présentez quelque part et vous dites « je suis journaliste », excusez-moi, mais le regard que l'on a sur vous, ce n'est pas aussi respectueux. Parce que malheureusement, dans notre corporation, il y a eu un foutou. Il y a eu un foutou. Et on ne sait plus qui est qui. N'importe qui se lève, il suffit seulement qu'il ait un smartphone. Il commence par sortir des tests sur les réseaux sociaux. Il se fait appeler journaliste. Il va n'importe où, il dit que lui, il est journaliste. Bon. Est-ce le fait de le dire, c'est une erreur? Pas forcément. Parce qu'il utilise effectivement un canal. Et par ce canal, il a plusieurs abonnés. Il a peut-être 30 000 abonnés. Vous et moi, nous n'en avons pas. Et pourtant, nous sommes au niveau des médias traditionnels. Mais lui, il a 30 000 abonnés. Et puis, dès qu'il a une information sous la main, il est même peut-être le premier à relayer l'information avant que les professionnels qui travaillent au niveau des médias traditionnels ne puissent traiter de cette information-là. Donc, lui, il le fait. Alors, en le faisant de cette manière, si la HAC ne prend pas des mesures pour réguler le secteur, c'est qu'on risque de se retrouver à une période où ce genre de personnes-là partageraient des informations assez sensibles et plus tard, on se rendrait compte qu'on a failli, on n'a pas pu anticiper. On dit gouverner, c'est prévoir. Si vous voulez effectivement gouverner, encore que nous sommes à la veille des élections, des périodes vraiment... Oui, moi je ne voulais pas, en fait faire un rapprochement avec les élections. Parce que faire un rapprochement avec les élections, ça va laisser croire que bon, c'est parce qu'on est en train de vouloir nous retrouver vers une période d'élection, qu'on veut empêcher les gens de communiquer ou d'informer. Mais en fait, il faut reconnaître que c'est une période quand même assez sensible. Oui, c'est vrai, c'est une période assez sensible, mais ce n'est même pas encore là le problème. C'est-à-dire que la base, c'est vous partagez une information, oui ou non? Oui, nous partageons une information. Est-ce que l'information que vous partagez, c'est à travers un canal qui vous fait connaître avec un public ou qui vous met en contact avec un public? La réponse est également, elle est affirmative. À partir de ce moment-là, vous vous constituez en média. Vous n'êtes plus juste, comment je vais dire, ce n'est plus exclusivement des réseaux sociaux que vous utilisez, mais vous utilisez des réseaux sociaux pour exercer un métier. Merci, pour exercer un métier, parce qu'en fait, le journalisme, c'est un métier. C'est une profession. Et c'est une profession. Et donc, pour tous les acteurs qui se retrouvent dans ce secteur-là, il y a ce qu'on appelle la déontologie. Donc, vous êtes tenu de respecter la déontologie. Vous êtes tenu de respecter les dispositions qui vous concèdent le droit d'être un média sur le territoire béninois. À partir de ce moment, si l'instance qui régule aujourd'hui a trouvé qu'il faut réfléchir et voir quelle stratégie mettre en place pour enrôler tous ces acteurs-là sous le prisme de médias, pour moi, le problème ne se pose pas. Maintenant, on va voir avec le temps ce que la RAC va proposer. Ce n'est pas forcément toutes les personnes qui se retrouvent, par exemple, sur les plateformes numériques WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram et autres, qui deviennent systématiquement des médias. Ils vont forcément dire à un moment donné, peut-être quand vous atteignez tel nombre d'abonnés, de facto,
vous devenez un média. Donc, si les gens ne veulent pas être régulés par la RAC, ils font tout pour ne peut-être pas se retrouver avec le nombre d'abonnés qui aurait été la base. Roland, donnez une question. Oui, je voudrais peut-être revenir d'abord sur un aspect abordé par lui qui dit que oui, n'importe qui se retrouve avec un smartphone, lui, c'est un mauvais journaliste. Il parlait de quelques années en arrière. Je voudrais dire non. Quelques années en arrière, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook, la percée de Facebook comme ça. Ce dont on parle, c'est récent. Et c'est il y a 5 ans, il y a 6 ans que ça a commencé. Où malheureusement, il faut reconnaître, il faut le dire, des gens qui étaient activistes ont été transformés en journalistes et ont les premières informations du pays pendant que les journalistes n'ont pas les premières informations, pendant que les journalistes doivent écrire, réécrire avant d'avoir des informations. Mais des activistes qui communiquent et qui avaient les premières informations et qui étaient devenus tout puissants. Vous allez sur les lieux de reportage, c'est eux qui sont bien traités, mieux que les journalistes parfois. C'est récent. Ceux qui vont sur les lieux de reportage, qui vont encore en reportage, vous diront ça. C'est eux qui sont mieux traités que même dans les reportages institutionnels, malheureusement, parfois, vous les voyez très bien traités avec leur smartphone mieux que les journalistes. Donc, le problème, c'est récent. Alors, quand je finis de dire ça, je pense véritablement que déjà, quand on a vu la RAC sanctionner Mme Atu, on devait comprendre qu'en réalité, la RAC viendra sur TikTok, Facebook pour sanctionner. Et donc, les gens qui sont sur TikTok doivent pouvoir comprendre que oui, fini la pagaille. Parce que cela participe aussi à l'éducation de la société. Mais tout ce qui se fait là-bas, ça détruit notre société. J'ai donné le cas des enfants dans nos grandes villes aujourd'hui qui sont abonnés sur TikTok, qui ont Facebook. Vous les voyez, vous surprenez votre fille sur Facebook avec une tenue pas possible. Elle est peut-être Mirabelle la joie, alors que vous lui avez donné Carole à la maison. Elle est peut-être Yasminat la douceur, alors qu'elle s'appelle Foussena à la maison. Il y en a plein, j'en connais plein. Et donc, j'ai vu des parents découvrir ça un jour, le lendemain, leur fille sur TikTok, là, parce que, oui, TikTok marche aujourd'hui, c'est la tendance. Et ceux qui sont les pionniers, malheureusement, ont plusieurs abonnés. Et je crois que dans l'exemple donné, ce que le secrétaire général a dit clairement, oui, quand vous atteignez un niveau donné, formellement, on doit maintenant, il y a un seuil qui sera fixé, on va certainement revoir les tests, et un seuil qui sera fixé dès lors que vous atteignez ce nombre d'abonnés, automatiquement, vous devez faire les formalités pour vous constituer un média. Autrement, on ne serait en mesure, puisque quand vous constituez un média... Est-ce que c'est normal qu'on soit obligé de se constituer en média? Non, mais malheureusement, aujourd'hui, si les gens n'ont pas... Vous savez, il y a des influenceuses qui restent influenceuses, qui sont là pour les buzz. Je vous dis, Carole Laillé, je suis d'accord que nous sommes chaque citoyen est libre. Mais votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et la sagesse recommande que quand vous êtes sur la place publique et vous savez que beaucoup de personnes peuvent vous suivre et que ça peut détruire la société, vous prenez conscience. Donc si les gens ne sont pas suffisamment prêts à prendre conscience, à être consciencieux pour tenir compte de l'environnement dans lequel ils se retrouvent, il vaut mieux trouver les mécanismes pour encadrer. Je ne dis pas qu'il faut sanctionner pour sanctionner, mais si on peut encadrer, formaliser les choses, permettre à ce que... D'ailleurs même, écoutez, tous ceux que vous voyez là, écoutez, je ne suis pas contre leur fortune. Ils gagnent de l'argent à longueur de journée. D'accord? Et tout cela, c'est des services, des réseaux de communication. Et ceux qui vont les voir, c'est des gens qui investissent tout cela. Mais ils sont là-bas, mais ils font... Il n'y en a pas mieux qu'il faut respecter. Et je les respecte, franchement. Je ne peux pas citer leur nom pour dire, bon, je préfère tel à tel. Il y en a qui sont TikTok, qui sont très respectueux, qui font de bonnes choses. Mais les brebis galeuses, il faut à un moment donné commencer par mettre fin à la pagaille. Et je crois que la RAC qui s'invite dans ce débat va davantage nous aider. Si la RAC a été capable de suspendre une journaliste, parce que, qu'on le veuille ou non, Nadège Djiwan, notre consoeur, est journaliste confirmé. Tout à fait. Personne ne peut remettre en cause son profil. Mais malheureusement, sur TikTok, en informant sur l'actualité, en relayant cette information, elle a été sanctionnée. Alors pourquoi est-ce qu'il faut alors laisser ceux qui ont 50 000 abonnés qui doivent envoyer les fesses nues, se dénuder, là, il faut les laisser continuer cette pagaille-là, où ça participe à la dépravation de nos enfants? Je pense qu'il faut encadrer et leur dire finalement, s'il y a un mécanisme si on vous avertit une fois, 2 fois et 3e fois, vous ne comprenez pas, on sera obligé
de prendre les mesures idoines pour limiter les dégâts. Je crois que c'est bon. Maintenant, le nombre d'abonnés qu'il faut pour atteindre ce seuil, parce que si vous dites 30 000 abonnés, il a bien dit, ils feront tout pour ne pas avoir 30 000 abonnés. C'est-à-dire que quand ils ont 30 000 abonnés, chaque fois, ils vont retirer chaque fois 10 ou 20 000 abonnés. Ils vont supprimer des abonnés. Oui, ils vont supprimer des abonnés au fur et à mesure. Donc, il faut trouver la formule pour dire, dès lors que vous avez une audience, il faut tenir compte aussi des lives qu'ils organisent. Si dans les lives aussi, ils ont tellement d'abonnés, il faut tenir compte de tout ça pour pouvoir mieux les encadrer, pour que ce soit, ou alors que ces gens-là prennent l'engagement d'éviter les dérives sur leur Tout à fait. sur leur Beaucoup page. de dérives qui impactent la jeunesse béninoise, il faut le reconnaître. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il était temps que l'ARAC s'en mêle. Merci Hugues Hector Zogo pour ces analyses. Merci merci. Roland Tonéikès.